Bonsoir, nous avons ce soir deux invités de marque. Le secrétaire général de l'ONU, M. Boutros Ghali, bonsoir. Vous venez de vous installer, vous n'avez pas encore l'oreillette, donc vous n'entendez pas, mais vous nous parlerez de la Somalie, où les casques bleus ont été de nouveau attaqués, et de la Bosnie, où les réticences américaines et russes à envoyer des soldats compromettent vos efforts. Comment sortir de ces deux impasses? Eh bien, nous poserons la question au secrétaire général de l'ONU. Nous avons un autre invité, Raymond DeVos. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors vous êtes là parce que vous allez fêter ce soir avec France 2 et sur France 2 et avec de très nombreux artistes un anniversaire. Oui, les 100 ans de l'Olympia. Voilà, l'Olympia a 100 ans. C'est difficile de passer brutalement en un seul titre de l'actualité internationale tragique à l'actualité artistique. Cela peut paraître anachronique, mais votre présence ne l'est pas. Vous dénoncez si souvent et avec quel talent l'absurdité de l'actualité, l'absurdité de la vie. Avant d'ouvrir le chapitre international, allons à Matignon, où une grande première s'est produite aujourd'hui, une rencontre solennelle entre Édouard Balladur et les patrons français. Cette réunion aurait pu paraître banale en d'autres temps, mais le chômage est tel que le Premier ministre tient à mobiliser tous les acteurs de la vie économique. Il a, très concrètement, demandé aux chefs d'entreprise de proposer à 200 000 jeunes un contrat formation ou apprentissage. Les patrons n'ont pas dit non, n'ont pas dit oui. Yannick Letranchant, Yves Barbe. La foule des grands jours, Matignon affichait complet. Édouard Balladur voulait voir les patrons, il a été servi. L'état-major du CNPF est venu au grand complet, 24 présidents de fédérations professionnelles, accompagnés François Périgaud. La grande explication a donc eu lieu. Le Premier ministre a demandé au patronat de ne pas traîner les pieds dans la bataille pour l'emploi, notamment en faveur des jeunes. Je leur ai demandé d'accroître considérablement de 200 000 nouveaux supplémentaires les postes qui sont offerts aux jeunes en formation dans l'entreprise ou en apprentissage. Les patrons ont seulement promis de faire des efforts sans toutefois porter atteinte à la marge de manœuvre des entreprises. Je ne vois de quel droit je demanderai aux entreprises de différer des licenciements s'ils sont nécessaires à la survie de l'entreprise. Ce que je demande aux chefs d'entreprise, mais ce n'est pas nouveau, je leur demande depuis des mois, en fait je leur ai toujours demandé, c'est de ne considérer que le licenciement est une solution que l'on doit prendre en dernier ressort quand on a tout essayé. Seule promesse vraiment concrète, le patronat se réunira la semaine prochaine pour mobiliser toutes ses troupes et tenter d'utiliser au mieux les mesures Balladur en faveur de l'emploi. Édouard Balladur attend beaucoup des chefs d'entreprise dont il déplore l'attentisme, mais les patrons mettent en avant le contexte économique pour justifier parfois leur attitude. Exemple, l'usine Claas qui fabrique en Moselle des machines agricoles. Les syndicats sensibles aux difficultés de la société ont proposé eux-mêmes une réduction du temps de travail et des salaires. Refus de la direction, elle préfère licencier. Reportage de Christine Beauce et Sylvain Gauthier. Même chez Claas, la roue tourne. Leader européen de la machine agricole, le groupe allemand est aujourd'hui à la fois victime du GATT et de la PAC, politique agricole commune. Après la fermeture d'un site en Allemagne, l'usine française est touchée à son tour par une centaine de suppressions d'emplois. Pour la CFDT, majoritaire dans l'entreprise, comme pour une partie du personnel, la diminution du temps de travail et des salaires est préférable au licenciement. Vous seriez prêt à diminuer votre salaire? Ah oui, je serais prêt pour aider les copains, oui. Ah oui, c'est pour sauver certaines personnes, oui. Parce qu'il y a quand même des gens qui méritent de rester là. Ce type de proposition que nous faisons peut apparaître comme quelque chose n'émanant pas de syndicalistes. Nous pensons au contraire que ça émane justement de syndicalistes responsables qui connaissent parfaitement le contexte économique dans lequel se jouent les choses. Et comme je dis, c'est effectivement quelque chose qui est là pour faire en sorte que l'emploi et ce site soient préservés. Même souci de préserver le site pour la direction, mais le diagnostic et les remèdes diffèrent. Selon elle, la réduction du temps de travail et des salaires ne résout rien. C'est pas premièrement un problème financier. Notre problème est plutôt structurel. Lorsque le dialogue social devient un dialogue de sourds, après le non de la direction à une baisse des salaires, le comité d'entreprise a refusé de se prononcer sur le plan social. Il arrive que des patrons tentés de licencier reviennent sur leur décision. La société Morin Emballage, qui se trouve également en Moselle, avait proposé la semaine dernière à ses salariés une alternative claire, la réduction de salaire ou la porte. Devant le tollé provoqué par cette attitude, elle a renoncé à une telle mesure et s'est mise à relire plus précisément le Code du travail. Éric Monnier. Et il a été décidé de ne pas donner suite à la procédure engagée. Étouffée dans l'œuf, la polémique lancée ce week-end autour de Morin Emballage. Le gouvernement niait le droit à cette entreprise de Sarrebourg de proposer à ses salariés cette étonnante alternative. Accepter une réduction de salaire ou se mettre, je cite, en situation d'un licenciement économique.
Aujourd'hui, un comité d'entreprise extraordinaire auquel assistait un inspecteur du travail a donc suffi à faire revenir la direction sur sa décision. Le projet est abandonné, salariés et patrons vont réfléchir, dit-on, aux mesures à adopter pour faire face aux difficultés économiques. On efface tout et on recommence, dans la concertation cette fois. À l'arrivée, beaucoup de bruit pour rien. Une grosse frayeur pour les salariés, une inspection du travail qui a montré son pouvoir. C'est tout bénéfice pour le gouvernement. Il cherchait à prouver que son encouragement au troc, baisse de salaire contre maintien des emplois, n'est pas un chèque en blanc aux chefs d'entreprise. Voilà qui est fait. La continuité entre le précédent gouvernement et l'actuel, je l'apprends à l'instant, Édouard Balladur décide de maintenir le projet d'implantation de l'ENA à Strasbourg. En Somalie, les casques bleus pakistanais ont été de nouveau attaqués aujourd'hui malgré l'avertissement de l'ONU. Il n'y a pas eu de blessés du côté des soldats de la paix, mais les Nations Unies sont préoccupées. Il y a encore trop d'armes qui circulent dans ce pays. Nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Jean-Louis Normandin l'ont observé. Des Somaliens portant Kalachnikov et vieux mousquetons. Les armes circulent toujours dans cette Somalie, contrôlée pourtant par 28 000 soldats de l'ONU. Mais ces hommes sont des supplétifs, formés par les militaires français pour assurer la garde d'une poignée de pillards qui s'attaquaient au convoi humanitaire. Pas facile de faire disparaître les armes du pays. Les soldats de l'ONU ont même dû accepter que des miliciens reconvertis servent de garde du corps aux organisations humanitaires. On les soupçonne pourtant de faire le coup de feu eux aussi en dehors des heures de service. En 6 mois de présence en Somalie, les seuls soldats français ont saisi des tonnes de munitions et plus d'1 millier d'armes, mais la plupart sont de vieilles pétoires. Les armes lourdes ont été cachées, enterrées par les miliciens qui les ressortent uniquement pour organiser des embuscades. Or, les soldats de l'ONU n'ont pas le droit de fouiller les maisons. En ce qui concerne notamment les nomades, il faut savoir qu'on ne désarme pas un nomade en Afrique, c'est pas possible. C'est notamment sa condition de survie à travers ces péripéties. Donc ce que nous faisons pour les nomades, nous leur délivrons une autorisation, si vous voulez, de port d'armes et nous répertorions son armement. Ces blindés de l'armée somalienne ont été détruits par les miliciens du général Aidid, l'homme qui a signé l'embuscade contre les soldats pakistanais à Mogadiscio. C'est dire la puissance de feu qu'il possède encore. Avec 1100 hommes en Somalie, l'armée française contrôle un territoire grand comme une quinzaine de départements français. Elle est elle aussi vulnérable, d'autant que l'ONU lui a demandé d'étendre sa zone de sécurité jusqu'aux frontières du Kenya. Et je vous propose de rejoindre en direct notre invité ce soir, le secrétaire général de l'ONU, M. Boutros Boutros-Ghali. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mission de la paix, j'ai envie de dire mission de l'impossible. Par exemple, en Somalie, nous parlerons dans un instant de la Bosnie. Vous m'avez entendu, monsieur? Oui, je vous ai entendu. Alors, est-ce que ce n'est pas une mission de l'impossible, ces missions de la paix qu'on confie aux casques bleus, par exemple, en Somalie? Est-ce que ça n'est pas inadmissible que des casques bleus, en l'occurrence pakistanais, se fassent tuer de cette manière? Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est inadmissible. C'est pourquoi le Conseil de sécurité, hier soir, a adopté une résolution pour punir les auteurs de ces attentats. Et nous avons l'intention de prendre les mesures nécessaires pour enquêter les circonstances dans lesquelles a eu lieu cette violation des accords qui ont été signés et punir les auteurs de ces attentats. Alors, nous disposons, conformément au chapitre 7 de la Charte, d'un pouvoir militaire total et nous comptons l'exercer pour achever notre mission qui est de maintenir la paix en Somalie. Vous les avez identifiés, les auteurs de l'attentat, on dit qu'ils appartiennent aux forces du général Aidid, d'un des hommes forts du pays. Et alors, si ceci est prouvé, nous avons l'intention de les arrêter et de les punir. Alors, punir de quelle façon? Est-ce qu'on peut imaginer un tribunal de l'ONU? Certainement, puisque nous venons de créer un tribunal, le Conseil de sécurité, il y a 15 jours, vient de créer un tribunal pour les crimes de guerre en Yougoslavie. Nous pouvons facilement créer un tribunal ad hoc en Somalie pour condamner ceux qui ont violé les accords qu'ils ont signés et qui ont attenté aux soldats de la paix. Alors, tribunal, vous le dites, est-ce que ce n'est pas seulement un vœu pieux? On peut imaginer l'ouverture d'un tel procès en Bosnie ou dans l'ex-Yougoslavie? Mais certainement, nous sommes en train de négocier maintenant pour l'élection des juges. Nous sommes en train de négocier avec la Hollande un accord de siège, puisque ce tribunal doit être établi à La Haye. Et sitôt que le tribunal est constitué, nous allons commencer à opérer directement pour d'abord connaître les coupables
et ensuite prendre les mesures nécessaires pour les arrêter et les condamner s'il faut les condamner. Alors, monsieur le secrétaire général, vous manifestez en direct sur France 2 une vraie détermination, et pourtant, le sentiment que l'on a, que l'opinion internationale a, c'est que l'ONU est dans une certaine mesure impuissante en Bosnie. La guerre continue. Non, vous savez, la Bosnie n'était qu'un arrêt du problème. Il faut voir le problème yougoslave d'une façon globale. Nous sommes arrivés à maintenir un cessez-le-feu entre les Serbes et les Croates. Nous sommes arrivés à faire parvenir des milliers de tonnes à Sarajevo. Nous sommes arrivés à maintenir différents cessez-le-feu. Nous sommes au début d'une opération extrêmement longue, extrêmement difficile. Il faut avoir de la patience. Et je pense que nous avons la volonté politique pour trouver une solution à ce problème. Oui, mais vous avez mis au point récemment, la semaine dernière, une résolution, la résolution 836. C'est ça. Mais pour l'application, il faut des renforts, et apparemment, il y a du mal à obtenir des renforts. Il y a des grandes puissances qui ont des réticences, quoi, à envoyer des soldats. J'ai déjà établi, avant même que cette résolution ne soit adoptée, j'ai déjà établi des contacts avec certaines puissances. Je viens de Tunisie et le gouvernement hier, et le gouvernement tunisien est prêt à participer. Je suis en contact avec d'autres gouvernements, les gouvernements scandinaves sont prêts à participer. Nous allons obtenir le nombre nécessaire de troupes pour appliquer cette résolution qui a été adoptée il y a quelques jours. Monsieur Boutros-Ghali, vous me permettez de diffuser un extrait de l'intervention d'Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, qui parlait à l'instant sur Europe 1 et qui faisait allusion à la nécessité de ces renforts. Écoutons-le. Il appartient au secrétaire général des Nations Unies de trouver, comme le Conseil de sécurité le lui a demandé, les troupes nécessaires. Et je peux vous dire que M. Boutros-Ghali s'y est immédiatement employé. Je ne veux pas ici rendre public des informations qu'il a pu me donner, mais qui montrent qu'il y a des pays qui sont prêts à participer. Le Maroc, par exemple, si vous avez eu le roi Hassan. Les Russes ont écrit noir sur blanc dans le programme d'action de Washington qu'ils étaient prêts à participer. On sait que plusieurs pays musulmans sont prêts à participer. On sait que les pays scandinaves ont déjà annoncé qu'ils étaient prêts à participer. Alors, M. Boutros-Ghali, je ne sais pas si vous avez entendu le son de cette intervention. Alain Juppé dit donc que de nombreux pays sont prêts à participer, et il cite les Russes. Ils ne sont plus réticents? Il pourrait y avoir des soldats russes? Il parle, mais il s'adresse à qui? Il s'adresse à moi? Oui, je m'adresse à vous. Monsieur Boutros-Ghali, est-ce que les Russes sont prêts à se rendre en Bosnie, à votre avis? Monsieur le secrétaire général de l'ONU, je crois qu'on a une difficulté sonore entre l'hôtel Crillon et nous-mêmes. Monsieur le secrétaire général, vous nous entendez? Vous nous entendez? Voilà, je sais que vous me voyez, je m'adresse à vous. Est-ce qu'à votre avis, les soldats russes sont prêts à aller en Bosnie? Allô, oui, je m'excuse, je n'ai pas entendu. Oui, je n'entends pas. Ben, je vous prie de nous excuser, mais la liaison apparemment est difficile à établir. Non, c'est tout à fait silencieux. Je suis toujours silencieux là, pourtant je vous parle. Malheureusement, je vous vois en train de vous exprimer, mais je n'ai rien entendu. Et voilà la difficulté de communication entre les hommes. Écoutez, je vous propose de voir avec les techniciens si on peut améliorer cette relation simplement sonore entre l'hôtel Crillon et nous-mêmes. Et on retrouvera évidemment le secrétaire général dans un instant. Je vous propose d'aller en Espagne, où le vainqueur de l'élection législative a dû être le premier surpris. Le socialiste Felipe González, au pouvoir depuis 1982, n'y croyait pas, et sa victoire, c'est-à-dire sa majorité, n'est pourtant pas absolue. Il devra composer pour gouverner. Récit de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric et Bernard Conin. Des semaines, des heures, puis des minutes de suspense et l'explosion de joie. Les résultats sont officiels. Felipe González, le chef du gouvernement espagnol, a remporté les élections. 4 points d'avance, soit près de 9 millions de voix grâce à une forte participation, un score proche des 10 millions de votes qu'il avait porté au pouvoir en 82. Le candidat socialiste n'a pas obtenu pour autant la majorité absolue. Alors que va-t-il faire? Former un gouvernement de coalition ou, deuxième hypothèse, gouverner seul mais en passant des accords parlementaires. Premier parti pressenti pour un gouvernement de coalition, les Catalans de Convergence et Union, mais il faudra négocier. Le président de la Catalogne, Jordi Pujol, demande un changement radical de la politique économique pour sa région. Le Parti socialiste pourra également s'allier avec le Parti nationaliste basque. En revanche, une alliance avec la troisième force, la gauche unie, dominée par les communistes, est pratiquement exclue. Le futur gouvernement sera par ailleurs ouvert à la société civile. L'ex-juge antiterroriste Baltasar Garzón est aujourd'hui en bonne place pour décrocher un portefeuille. Le candidat conservateur, José María Aznar, qui talonne le Parti socialiste avec près de 35% des voix, a pour sa part salué la fin de l'hégémonie socialiste. Jamais la droite, depuis la transition démocratique, n'avait obtenu un tel score. Le dessin de notre ami Plantu à la une du Monde illustre bien la perplexité des socialistes européens devant ce miracle espagnol.
François Mitterrand déguisé en reporter demande, vous le voyez, à Felipe González déguisé en tennisman, mais comment avez-vous fait? Et c'est vrai, comment a-t-il fait, Michel Monponté? À force de le voir depuis 11 années aux côtés du roi, on finirait par croire qu'il est un membre de la famille, un incontournable parent proche. Peut-être Felipe González est-il d'abord cela pour les Espagnols, un personnage indissociable des grandes heures de la démocratie. La transition, l'après-franquisme s'il portait un nom, ce serait d'abord le sien, et ça les Espagnols ne l'oublient pas, peut-être et avant toute autre considération. Et puis Felipe González a amené en 4 ans à l'Espagne un état d'euphorie perpétuelle. L'inauguration de l'exposition universelle de Séville, c'était González. Les Jeux olympiques de Barcelone, c'était encore lui. Et puis l'Espagne, sur les rails de la construction européenne, le TGV, c'était toujours González. Quand Indurain gagnait le Tour ou que même Bruguera remportait Roland-Garros, c'était encore cette fierté d'être espagnol, un sentiment capital à comprendre après 40 années de honte, de mise à l'écart et de franquisme. Et quand les casques bleus espagnols disent au monde que l'Espagne est enfin de retour dans la cour des grands, on dit encore merci González. Cette Espagne de plein pied dans l'an 2000, voilà quel était l'atout maître de González. Alors bien sûr, la crise, les agriculteurs dans la rue, la peseta qui s'écroule, Aznar a martelé ces faits durant toute la campagne. Mais il a peut-être sous-estimé le fait qu'entre Felipe González et l'Espagne, c'est peut-être aussi une affaire de mémoire et de gratitude. Et l'on va prier dans toutes les langues du monde pour retrouver et l'image et le son de notre invité, M. Boutros Ghali. Pardonnez-nous. Non, non, je vous entends très bien maintenant. Passé. Bon, un incident technique qui a coupé le son. Je faisais allusion à l'intervention d'Alain Juppé sur Europe 1 ce soir. Il était relativement optimiste. Il disait que les Russes étaient prêts à envoyer des soldats en Bosnie. Mais moi, je partage l'optimisme d'Alain Juppé. Je pense que nous allons trouver la solution et que nous avons déjà commencé à mettre le dispositif nécessaire pour avoir les troupes et mettre en œuvre la résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité il y a quelques jours. Et les Américains? Mais les Américains, s'ils nous aident à transporter ces troupes supplémentaires, s'ils peuvent nous aider financièrement, nous leur serons reconnaissants. Cela veut-il dire, Monsieur le Secrétaire général, qu'un jour, bientôt, très bientôt, la guerre pourrait cesser en Bosnie? Oui, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une opération qui sera lente. Et si nous faisons des comparaisons avec des conflits similaires au Cambodge, au Mozambique, en Angola, au Salvador, ça prend des années et c'est un travail incessant. Donc il faut avoir de la patience. Je sais très bien que des gens souffrent, que des gens meurent, mais c'est une opération qui sera lente et difficile. Et une fois que nous avons abouti à une solution, il faudra encore éviter la rechute et faire attention à la période de convalescence et établir des institutions pour promouvoir la réconciliation des frères ennemis qui se sont entretués. On le voit bien à entendre notre conversation, la situation est bien sûr contrastée, on parle de guerre et de paix, vous venez de Tunis, vous avez rencontré Yasser Arafat, les perspectives de paix au Proche-Orient, et ce sera ma dernière question. Mais les perspectives de paix au Proche-Orient nécessiteront encore énormément de travail. J'ai rencontré hier Yasser Arafat et je l'ai encouragé à continuer la négociation à Washington parce qu'il faut continuer le dialogue et à travers le dialogue, nous trouverons une solution. Puisque nous avons déjà trouvé une solution entre l'Égypte et Israël à travers un dialogue, je pense qu'ils pourront trouver une solution entre Palestiniens et Israéliens à condition qu'ils poursuivent ce dialogue malgré les difficultés, malgré les bavures qui peuvent avoir lieu, malgré les morts, ils doivent continuer à dialoguer. Merci beaucoup pour votre intervention, vous êtes de passage à Paris et pardon encore pour cet incident technique. Merci. Bac A égale bac B égale bac C égale bac D égale bac F égale bac G. Fini l'inégalité, tous les bacs se valent tous, ou devraient se valoir. François Bayrou, le nouveau ministre de l'Éducation, prolonge l'action de Jack Lang. En 1995, le poète pourra devenir médecin, après études évidemment. Patrick Retzlob. En 1994, on préparera 3 grandes catégories de baccalauréat. Le littéraire, lettres classiques, lettres et langues vivantes, lettres et mathématiques, lettres et arts. Le scientifique, mathématiques, physique et chimie, sciences de la vie et de la terre, technologie industrielle. L'économique et social, économie et sciences sociales, économie et mathématiques, économie et langues vivantes. Aucune modification pour les bacs technologiques, sinon la suppression en terminale de modules pour éviter une surcharge de l'emploi du temps. Autre innovation, fini la prédominance des filières C, d'après la réforme Bayrou, tous les bacs seront équivalents. Et pour réévaluer l'image de marque des littéraires et permettre aux élèves d'accéder aux grandes écoles de commerce,
4 heures de mathématiques seront proposées en plus de leur enseignement scientifique obligatoire. De même, tous les lycéens de cette filière, quelle que soit l'option choisie, auront 2 heures de lettres en plus par semaine. Enfin, les bacheliers des séries littéraires et économiques et sociales, qui désireraient poursuivre des études de médecine, pourront désormais le faire en passant un concours. Comment les étudiants en médecine, par exemple, réagissent-ils à l'idée d'accueillir dans leurs amphis des littéraires? Sondage express de Chantal Quimerlin et Jacques Gérard. La bibliothèque de médecine de l'hôpital Salpêtrière. Les étudiants, tous des ex-bac C ou D, super scientifiques. Seulement 1 ou 2% de littéraires se présentent en première année de médecine et persévèrent rarement. Question, faut-il laisser venir des littéraires en médecine? Réponse, plus on est jeune, plus on est sévère. La médecine c'est scientifique à la base, c'est pas littéraire, donc c'est un petit peu dommage. C'est plus basé vers la recherche que vers l'écriture. La littérature. On peut très bien être littéraire, avoir de bons rapports avec le malade, puisque avant tout la médecine, ce sont les relations médecin-malade qui sont très très importantes. Et ces gens-là peuvent avoir beaucoup plus de compétences que les scientifiques à ce niveau-là. On connaîtra avant la fin de l'année les conditions d'entrée des littéraires en fac de médecine. Examen spécial ou non, il faut encore attendre pour le savoir. Les médecins et chercheurs des 126 pays réunis à Berlin pour mieux lutter contre le sida ont parlé aujourd'hui des vaccins thérapeutiques destinés à empêcher la progression du mal. Malheureusement, des divergences sont apparues sur l'efficacité de tels vaccins et surtout sur l'aspect financier. Les malades du sida apprécieront. Jean-Daniel Flézaquet nous appelle de Berlin. Une première journée chaude, très chaude à Berlin pour la 9e conférence internationale sur le sida, et pas seulement à cause de la météo. La communauté scientifique, en effet, a offert un de ses plus vilains spectacles, l'affrontement stérile et les insultes, sur un thème pourtant que l'on croyait rassembleur, les vaccins thérapeutiques. Ces vaccins sont destinés aux personnes déjà infectées par le virus. De tels vaccins devraient empêcher l'apparition de la maladie. 5 produits sont à l'étude. On en est au tout début, mais certains y croient déjà dur comme fer. Parmi eux, Jonas Salk, qui a inventé le vaccin anti-polio. Il promet en matière de vaccins thérapeutiques des résultats surprenants dans les jours à venir. D'autres, en revanche, doutent très fort. À la fin de mai 1993, il n'y avait encore rien de bouleversant dans les données qu'on a sur les vaccins thérapeutiques. On sait qu'il y a des pistes en matière de recherche, mais on en est à une phase où aucune conclusion raisonnable ne peut être tirée sur ces vaccins thérapeutiques et sur leur efficacité. Il faut continuer les études. L'empressement de certains scientifiques serait, au dire de leurs collègues, lié à des intérêts financiers bien supérieurs à l'intérêt scientifique. De plus, un des fabricants refuse de faire don de son produit pour les études. Il exige d'être payé sans qu'on sache si ce produit est efficace ou non. En sortant de la réunion, ces messieurs ont peut-être eu le temps de jeter un coup d'œil sur ces pavés, assemblés tels à un cimetière symbolique, et qui rappellent par exemple qu'à durée de temps égale, le sida a tué 5 fois plus d'Américains que la guerre du Vietnam. Série noire pour Securipost. 2 convoyeurs de fonds de cette société ont été attaqués, blessés et dévalisés en Corse. 48 heures à peine après un autre hold-up, commis cette fois sur le continent. Christophe Tortora, Bernard Appé. Scène de Far West dans le maquis corse, entre Murato et Santo Pietro. L'attaque du transport de fonds remplace celui de la diligence. Après avoir immobilisé ce fourgon de la Securipost, à l'aide de ses 2 BX volés, 6 hommes cagoulés et armés ont immédiatement ouvert le feu, blessant sérieusement 2 des 3 convoyeurs. Hospitalisés, leurs jours ne sont pas en danger. Le 3e homme a ouvert les portes. Le butin s'élève à 950 000 francs. La ruse et la menace dans le Val d'Oise. À Saint-Ouen-l'Aumône, il est beaucoup plus difficile de savoir que cette zone commerciale abrite le plus grand dépôt de la Securipost, encore eux, dans le département. Aucune enseigne commerciale, aucun panneau. Pourtant, samedi soir, 5 hommes déguisés en policiers arrêtent sur le bord de la route 3 employés qui viennent de quitter l'entreprise. Sous la menace de leurs armes, ils les obligent à retourner de là où ils viennent et à ouvrir les coffres. Butin, 15 millions de francs. La 2e attaque en 3 mois contre ce dépôt. Le 1er mars, 7 hommes s'étaient fait remettre 10 millions de francs. L'enquête confiée à la PJ de Versailles était restée au point mort. Nos difficultés sont telles, et on l'a vu tout au long de ce journal, qu'on pourrait avoir un jour la tentation de vivre comme vivaient nos ancêtres, simplement, sans satellite, sans incident technique, sans fourgon de sécurité, sans machine agricole. Il suffirait de peu de choses. Tentation à laquelle ont succombé une 60aine de scientifiques. Ils se sont rendus ce week-end dans une grotte de Dordogne et ont décidé d'imiter Cro-Magnon. Les mêmes gestes, les mêmes outils, la même viande, un festin. Ils semblaient si heureux. Gilles Marinet, Bertrand Michaud. Bienvenue à l'auberge du Quaternaire. Menu du jour, sanglier façon paléo, avec, dans le rôle du boucher des cavernes, le conservateur du musée de la préhistoire en Dordogne, Jean-Jacques Cleyemerle, pétri d'admiration devant les performances de son silex. Franchement, là,
C'est du découpage, hein. Regarde-moi ça. Cloc, cloc, cloc. Sa coupe, donc, André Morala a bien travaillé. Cet universitaire était pour l'occasion délégué aux objets tranchants. Là, je fais juste un tranchant dans cette partie-ci. Là, je vais aménager les bords pour que la personne qui va l'utiliser ne s'abîme pas les doigts. Et puis, il va utiliser cette partie, la partie distale, hein, la partie tranchant, pour découper des os. Voilà. Mais l'homme clé, celui qui permettra aux autres de manger, c'est le maître du feu, Jacques Collina-Girard, qui accomplit des miracles avec 2 pierres et un bout de champignon. Non, mais des fois, ça mange du premier coup. Ouais, c'est bon. Les scientifiques voulaient reconstituer une soupe préhistorique. Un trou, une peau de bête, de l'eau, des os et des pierres brûlantes. Ça marche. Ça nous permet d'élaborer de nouvelles interprétations, de nouvelles hypothèses concernant la fonction d'une structure comme celle-là, un trou avec des galets au fond. C'est ce qu'on trouve en fin de compte. Hein. Un trou et des galets au fond, qu'est-ce que ça veut dire? On se demande bien pourquoi la soupe n'a eu aucun succès. La tribu s'est rattrapée sur la viande. On essaye de planter vraiment les dents dans la viande avec une conviction particulière en pensant à nos ancêtres qui nous ont donné la vie. La paléogastronomie dispose déjà d'un livre de recettes. Alors, à quand les relais, grottes et cavernes? Bonsoir Raymond DeVos. Bonsoir. Je suis heureux de passer après le paléolithique. Vous n'avez pas encore dîné? J'ai pas encore dîné, non, mais j'ai vu une belle soupe, là, c'était tentant. On se complique la vie, hein? Oui, c'est simple, oui. C'est vrai qu'après toutes les nouvelles qu'on a entendues, je me réjouissais, une façon de parler quand même, c'est que toute l'histoire, les histoires de l'histoire sont affreusement tristes. Oui. Et je me réjouissais tout de même, moi, d'en inventer, dont on puisse rire, quand même. Il y a un très beau texte de vous sur votre immeuble, sens dessus-dessous. Oui. En présentant le journal en votre présence, vous l'avez regardé, j'ai l'impression qu'on est tous sens dessus-dessous. Ben oui, un petit peu, c'est ça, oui, c'est ça. L'absurde, c'est ça, finalement. Hein. Oui, on a la tête en bas, ou les pieds en l'air, ou je sais pas quoi. Hein. Oui, on marche sur les mains. On marche sur les mains. Ça me fait penser à la phrase d'une maman qui voyait sa petite fille comme ça, et qui regardait en l'air. Et puis elle lui dit, mais regarde où tu mets les pieds. Voilà une phrase dangereuse, parce que finalement, c'est peut-être en regardant en l'air qu'on a des apparitions. C'est pas en se regardant où on marche. Hein. Alors, Raymond DeVos, on vous a invité pour mettre en appétit, si j'ose dire, après Cro-Magnon, on peut le dire, les téléspectateurs qui ce soir sur France 2 à 20h50 vont vous retrouver au milieu d'une pléiade d'artistes. Fabuleux. C'est une soirée. Barbara, Raymond DeVos, Guy Bedos, pour fêter un bel anniversaire, les 100 ans d'Olympia. 100 ans d'Olympia. Ça a été une nuit fabuleuse. Autour de Frédéric Mitterrand. Oui, et puis alors d'une gaieté folle, hein. Une joie. Hein. Moi, j'étais très heureux de participer à cette réjouissance. Quoique l'Olympia n'a pas été tout à fait ma salle. Je suis passé 2 fois à l'Olympia. Première fois, 68 ? En 68. En 58 la première fois. J'étais en américaine. 58, 68 ? Oui, 58, à 10 ans de distance. Et la première fois, j'étais l'américaine le chanteur. En 58 ? Oui, en 58, c'était Mariano. Et il m'en a toujours voulu. Pourquoi ? Parce que c'est un mauvais mariage. Alors bon, avant son spectacle, moi je faisais une demi-heure, je faisais rire les gens pendant une demi-heure, et ça ne prédisposait pas Mariano à lancer son Vous avez réussi l'exploit de faire rire les gens en 58, où il s'est passé quelque chose d'important, oui, et en 68, où il s'est passé quelque chose d'important. Absolument, absolument. C'était pas en mai, non ? Non, c'était en fin d'année. En fin d'année, après mai. Mais j'avais un texte que j'avais écrit sur 68. Et on me dit que vous allez repasser à l'Olympia. Oui, j'ai cette faiblesse-là. Au mois de janvier, du 11 janvier jusqu'au 27 février. Je suis heureux parce que habituellement, je passais toujours dans des théâtres. Oui. Et si je ne repasse pas dans un théâtre, c'est pour différentes raisons. Dont la première, c'est que quand je passe dans un théâtre, j'y reste 6 mois, 8 mois. Et que je n'ai plus l'âge de tenir 8 mois dans un théâtre et de jouer tous les soirs. Alors dans cette émission qu'on va voir ce soir, on va retrouver et entendre des artistes vivants, mais d'autres artistes grâce à l'image. Il arrive que l'image soit magique. On va entendre et voir Brel, Yves Montand, inoubliable. Édith Piaf. Quelle est la vertu de ce temple, l'Olympia? Est-ce qu'il est plus magique que d'autres? C'est que tous les grands artistes y sont passés.
Et je crois que chaque artiste, chaque grand artiste a laissé une trace. Et que tout ça fait que dans ce temple du music-hall, il y a une atmosphère fabuleuse et qu'on la ressent quand on y passe. Sans doute pour le spectateur aussi, il y a une atmosphère formidable qu'on retrouve nulle part ailleurs. Surtout pas au théâtre d'ailleurs. Je ne suis pas contre le théâtre puisque j'en ai fait longtemps. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec cette espèce de communion qu'est le music-hall. Est-ce que le plateau télé n'a pas tué le plateau théâtre? Vous parlez de l'émission de ce soir? Non, du théâtre, qui est quelquefois un peu éclipsé par toutes ces émissions que l'on fait. Est-ce que la télé n'a pas tué, dans une certaine mesure, ce spectacle de proximité que vous avez si bien rendre vous-même? Je pense qu'il faut faire très attention. Je crois que c'est redoutable. Je crois qu'il faut protéger le public. Or, pour un artiste, avoir devant lui, je ne sais pas, 800 ou 1000 personnes, c'est capital. Parce que ça crée un événement. Un spectacle, c'est un événement qui ne se refait pas. Bien qu'on le reproduise, c'est pas le même, ce n'est jamais le même. Il y a une espèce de féerie, une espèce de magie. Eh bien ça, malheureusement, si on ne protège pas le public, il faudrait le protéger, c'est-à-dire lui demander de venir régulièrement, rien que pour sauvegarder ce qu'on appelle le spectacle vivant. Par exemple, excusez-moi, à la télévision, ce qui est redoutable, c'est les rires plaqués. Oui, c'est dans la mesure où on ajoute des rires à une chose comique, on fausse tout. Mais c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Et on fausse le phénomène comique, qui est un phénomène capital. Moi, je m'insurge contre ça. Comment voulez-vous qu'un artiste qui prépare, surtout un artiste comique, dont je suis, qui prépare des effets et qui compte sur ces effets pour savoir si ce qu'il dit a une portée, si ça veut dire quelque chose. Si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas spontané, il ne sait plus. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire provoquer le phénomène comique si le public ne nous suit plus. Merci Raymond Devos. Je le dis aux téléspectateurs, Raymond Devos, c'est bien là réellement. Hein, ça n'est pas une image subliminale. Voilà. Il n'y a pas eu de coupure de son, rien du tout. Non, ça s'est bien passé, mais on était si proches l'un de l'autre. Hein. Il n'y avait pas de satellite là, entre vous et moi. Merci Raymond Devos, on vous écoute avec toujours autant de bonheur, mais on peut aussi vous lire. Hein. Raymond Devos, Matière à rire, l'intégrale chez Orban. 20h50 donc, la plus belle nuit de l'Olympia sur les 100 ans du Temple de la musique, avant l'émission de François de Closet. Nous sommes tous centenaires, et après la météo de Sophie Davant, dernier journal minuit 40, Catherine Sellac, demain 7h50, Gérard Leclerc recevra Elie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS, à demain 20h. Bonsoir avec notre invité qui chante, lui, Elie Mitchell. Bonsoir, bonne soirée sur France 2.